J'informe l'Assemblée que la présidente a pris acte du dépôt d'une motion de censure en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par Mme Mathilde Panot, M. André Chassaigne, Mme Cyrielle Châtelain, M. Boris Vallaud et 143 de leurs collègues le 1er décembre 2023 à 18h05. La Première ministre ayant engagé la responsabilité du Gouvernement sur l'adoption, en lecture définitive, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion et le vote sur cette motion de censure. La parole est à Mme Ségolène Amiot pour le groupe La France Insoumise. Bonjour. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous nous retrouvons à nouveau pour voter une motion de censure. Nous nous retrouvons à nouveau pour dénoncer l'usage excessif, antidémocratique et bâillonnant du 49.3, le 20e 49.3. Nous, députés de la France Insoumise, refusons de rendre acceptable, dans une démocratie, cette pratique qui vise à réduire au silence les élus, représentants du peuple et donc le peuple lui-même. Par ces 49.3 successifs, non seulement vous refusez d'écouter les représentants du peuple, mais vous privez aussi les Françaises et les Français du débat public qu'ils méritent. Si vous n'y entendez rien, Madame la Première ministre, moi je vous ai écouté. Je vous ai entendu vous plaindre de la lenteur de l'examen du PLFSS. C'est vrai. Examiner un budget de 640 milliards d'euros, ça devrait être bouclé en 3-4 heures à vue de nez. Mais laissez-moi me plaindre à mon tour de la lenteur avec laquelle vous intégrez la notion de co-construction, celle que vous invoquez à chacun de vos discours, à chaque fois que vous engagez la responsabilité de votre gouvernement. Et alors non, ça ne veut pas dire « c'est moi qui décide et c'est comme ça ». Ça ne veut pas dire non plus que vous pouvez nous envoyer votre budget le lundi en espérant que nous le signerions le mardi sans y apporter la moindre modification. D'ailleurs, ce que vous avez appelé la dénaturation de votre budget s'appelle en réalité démocratie parlementaire. Et non, le principe de la co-construction, c'est un travail concerté avec l'ensemble des forces en présence, y compris les vôtres, qui, je vous en informe, sont aussi en colère de ne pas pouvoir participer non plus. Un travail concerté, donc, dans lequel chacune et chacun fait des compromis, voire des concessions. Compromis, c'est l'autre mot que vous prononcez à chacun de vos discours. Encore un mot creux que vous n'utilisez que pour cacher le fait que vous n'appliquez pas le concept. Et cette fois encore, en engageant la responsabilité de votre gouvernement, vous avez agité le chiffon rouge du déficit public pour mieux justifier les coupes budgétaires, les économies et les défauts d'investissement. Mais vous oubliez de dire que vous avez rejeté des amendements représentant des milliards d'euros de recettes qui permettraient d'appliquer une toute autre politique. Une politique de gouvernance par les besoins, par exemple. Et attention, pas les envies des minorités les plus riches, mais les besoins du plus grand nombre. Vous avez par exemple passé sous le silence les 8 milliards d'euros du président Coquerel pour soutenir les centres médicaux de santé des communes. Sous silence encore la transparence sur les prix des médicaments. Encore une fois, et même si cela vous fait rire, vous faites encore croire que sans votre budget, et uniquement votre budget, la totalité de nos institutions et de nos fonctionnaires ne serait plus payée. Mensonge. Mensonge. Et quelle suffisance faut-il pour croire, non seulement une fois, mais 2 années de suite, que vous seul êtes absolument dans le vrai, que vous ne faites aucune erreur, que votre gouvernance est absolument parfaite. Quel mépris! Quel mépris faut-il pour rester sourd aux cris d'alarme des parents qui, n'ayant pas eu de place en pédopsychiatrie, pleurent leurs enfants? Quelle suffisance faut-il pour être sourd aux mères qui accouchent sur le bord des autoroutes, faute de maternités ouvertes? Et ça vous fait rire sérieusement? Sérieusement, ça vous fait rire? Eh bien, justement, un peu de sérieux, écoutez-moi plutôt que d'en rire. Quelle suffisance faut-il
pour ne pas entendre ces femmes qui perdent des chances de survie en attendant presque 1 an pour une mammographie, aux enfants dont les parents sont en EHPAD, sous-dotés, aux soignantes et aux soignants qui disent ne pas avoir les moyens de prendre soin, et pire, qui avouent en pleurant qu'ils en deviennent maltraitants. À quel point faut-il être aveugle pour ne pas voir que votre politique accentue la pauvreté, accentue les inégalités et fait monter la colère qui pousse à trouver un coupable. Cette colère qui pousse à la haine de l'autre, cette haine de l'autre meurtrière qui est le lit de l'extrême droite. J'ai honte. J'ai honte de notre démocratie malade que vous poussez un peu plus vers l'autoritarisme à chaque 49.3. J'ai honte de vous entendre dire qu'on ne peut pas priver les concitoyens des services publics dont ils ont cruellement besoin alors même que votre politique les détruit. J'ai honte de vous entendre avouer que vous ne cherchez même pas à co-construire à l'avenir puisque, et là je vous cite, vous estimez qu'il n'existe aucune majorité capable de s'entendre autour d'un budget. Mesdames et messieurs, Madame Borne nous a informé que ce sont bien 3 ans et demi de 49.3 qui nous attendent. Mais Madame Borne, ce n'est pas le contrat républicain. Collègues, combien de 49.3 encore? Combien de consultations citoyennes sans suite? Combien d'assises fantoches? Combien d'invitations à l'Élysée? Combien de consultations de cabinets de conseil avec des millions d'argent public? Combien de promesses en l'air vous faudra-t-il encore pour vous rendre compte que le président et son gouvernement font tout pour contourner ce Parlement et contourner la démocratie? Et comment, en tant que députés, pouvons-nous nous en satisfaire? Alors, puisque ce gouvernement nous le dit, nous l'avoue, qu'il n'existe aucune majorité capable de s'entendre autour de son budget, nous sommes donc en devoir de changer ce gouvernement en votant cette motion de censure. Je vous remercie. Merci Madame Amiot. La parole est à Monsieur Yannick Neuder pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous voici donc sans surprise dans cet hémicycle pour examiner une énième motion de censure suite à un énième 49.3 sur le PLFSS 2024. Un rendez-vous habituel, mais aujourd'hui le dernier rendez-vous puisque le PLFSS pour 2024 est considéré comme définitivement adopté. Je ne reviendrai donc pas sur les revendications du Parlement face au 49.3, mais permettez-moi plutôt d'attirer votre attention sur 3 enjeux majeurs concernant la santé de nos concitoyens. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de la santé mentale et de la psychiatrie en France, laquelle est dans une situation alarmante. Pourtant, cette situation devrait tous nous interpeller. N'oublions pas qu'un Français sur 3 souffrira de troubles mentaux à un moment de sa vie. Malgré cela, depuis la rentrée 2023, la crise dans le secteur de la santé mentale s'aggrave un peu partout en France, notamment avec des patients non pris en charge ou pris en charge tardivement. D'ailleurs, près de 2 ans après les assises de la psychiatrie, le secteur de la santé mentale est toujours en état d'urgence. Madame la Première ministre, le monde de la psychiatrie manque de moyens cruellement. C'est le parent pauvre de nos politiques publiques en matière de santé. Souvenez-vous de l'infirmière tuée à Reims. Elle n'est pas seulement morte sous les coups de son agresseur, mais aussi sous les décombres de la psychiatrie française qui, faute de moyens, laisse des patients dangereux en liberté. Pourtant, les rapports d'information ne manquent pas, tout comme les deniers publics, puisque la psychiatrie demeure le premier poste de dépenses en matière de santé, 14,5% de la facture annuelle, soit 23,4 milliards d'euros pour l'assurance maladie. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Le constat est bel et bien le suivant. La psychiatrie est en crise, mise à mal par les conséquences de la crise sanitaire et par plus de 30% de postes non pourvus dans les hôpitaux publics, selon les données de la Fédération française de psychiatrie. Je sais les efforts mis en place depuis plusieurs années, mais qui ne valent rien face à un grand plan de la psychiatrie. Car notre ambition pour la psychiatrie en France doit être triple. D'abord, promouvoir le bien-être mental et réparer et repérer plus facilement les situations de souffrance psychique. Ensuite, garantir une offre de soins accessible et diversifiée en psychiatrie. Et enfin, améliorer l'insertion des personnes en situation de handicap mental. Permettez-moi aussi de revenir sur le dispositif Mon Parcours Psy, mis en place suite aux assises de la psychiatrie.
Si le dispositif vise à améliorer l'accès aux soins en santé mentale pour lutter contre les inégalités en santé, il est boycotté par de nombreux psychologues. 1 an après son lancement, ce dispositif enregistre seulement 2200 psychologues volontaires conventionnés, soit 7% des psychologues libéraux, et une moyenne de 4,1 séances par patient. Les praticiens dénoncent le plafonnement du prix des séances, très inférieur au prix couramment pratiqué, et les découragent à se conventionner. De plus, le nombre de séances remboursées, fixé au nombre de 8, n'est pas toujours suffisant pour assurer le suivi dans son intégralité et tend à créer une rupture de soins pour les patients les plus précaires qui ne pourront pas suivre leurs séances. Il est désormais de votre responsabilité de faire évoluer ce dispositif. Enfin, quand j'entends, Madame la Première ministre, le ministre de l'Intérieur demander une injonction de soins suite à l'attaque de ce week-end, j'espère que nous avons les moyens d'y répondre, mais j'en doute. Le deuxième point, Madame la Première ministre, que je souhaite évoquer devant vous concerne les addictions responsables de la perte annuelle de 130 000 vies humaines en France par an, laquelle s'ajoute des coûts sanitaires et sociaux considérables. La dépense directe des finances publiques s'élève à plus de 22 milliards d'euros, soit 1% du PIB. Le niveau élevé d'usage de substances à l'âge adulte dans la population française s'explique par un début très précoce dans leur consommation. C'est pourquoi la consommation de drogue, d'alcool et de tabac par les adolescents constitue un problème de santé publique majeur auquel il faut apporter des réponses prioritaires. Et croyez-moi, la situation chez les jeunes est alarmante. À titre d'exemple, pour les boissons alcoolisées, une enquête réalisée en 2022 chez les jeunes de 17 ans révèle que 37% d'entre eux ont déjà vécu une alcoolisation ponctuelle importante, c'est-à-dire 6 verres ou plus en une seule occasion. Cette même enquête montre par ailleurs une grande hétérogénéité dans les comportements selon la situation des jeunes. Par exemple, les jeunes en apprentissage ou sortis du système scolaire ont des niveaux d'usage de drogue, licites ou illicites, nettement supérieurs en comparaison des élèves scolarisés dans le secondaire. Mais au-delà d'un enjeu de santé publique majeur, la consommation de drogue chez les jeunes révèle des enjeux sociaux encore plus grands. L'Académie nationale de médecine elle-même rappelle la vulnérabilité extrême de l'adolescent aux addictions qui justifie des actions particulièrement fortes en matière d'information et en matière de prévention. C'est donc au pouvoir de ce public de se saisir de cette question des addictions afin d'en limiter les conséquences chez les jeunes. Toutefois, force est de constater que nous sommes de très mauvais élèves en termes d'éducation à la santé afin d'informer et de prévenir les dangers inhérents à la consommation de drogue et au risque d'addiction. À cette fin, il faudrait par exemple créer des programmes éducatifs à la santé obligatoires dès l'école primaire jusqu'à l'université, ou encore assurer une formation efficace des enseignants en charge de ces actions en lien avec les acteurs du médico-social et les autorités compétentes. Enfin, ça sera mon dernier point, je souhaiterais attirer votre attention sur la situation financière insuffisante des soins palliatifs en France, et ce, à l'aube d'une éventuelle légalisation de l'euthanasie. D'après la Cour des comptes, les besoins estimés de soins palliatifs ne seraient couverts qu'à 48%, alors même que le droit d'accès aux soins palliatifs suppose une couverture de la totalité des besoins. La dépense publique des soins palliatifs étant de 1,5 milliard d'euros en 2021, une simple extrapolation arithmétique permettrait d'estimer les besoins de financement à 1,6 milliard. Quand on sait que c'est 80 millions qui ont été proposés dans ce PLFSS, il faudra à ce rythme-là 20 ans pour que les soins palliatifs soient accessibles partout et pour tous. De plus, une nette progression des besoins estimés est prévue pour les années à venir du fait du vieillissement de la population. Le nombre de personnes de 75 ans et plus va augmenter d'environ 60% d'ici 2050. Mais aujourd'hui, les objectifs d'équipement en lits spécialisés ne sont toujours pas atteints pour 6 départements métropolitains, la Corse du Sud et l'ensemble des départements et régions d'outre-mer. Les lits en unités de soins palliatifs sont encore moins bien répartis. 22 départements n'en disposent pas et 3 autres restent en dessous du seuil d'un lit pour 100 000 habitants. La couverture de l'ensemble du territoire devrait devenir un objectif de santé publique afin de permettre de soutenir le développement des soins palliatifs à domicile et dans les EHPAD. De même, la prise en charge palliative en EHPAD est l'un des enjeux clés pour développer l'accès aux soins palliatifs. Mais le principal obstacle à son développement tient dans l'insuffisante formation des personnels soignants et de l'ensemble du personnel non médical intervenant en EHPAD. Ainsi, l'absence d'IDE, l'absence d'infirmières, dans 80% de nos EHPAD, l'hospitalisation à domicile pourrait être une solution intéressante.
Autrement dit, Madame la Première ministre, nous sommes bien loin du compte. C'est pourquoi les Républicains nous proposeront ce jeudi une résolution visant à rendre effectifs les soins palliatifs en France, parce que c'est un droit fondamental pour nos concitoyens, consacré au sein même du Code de santé publique. Et puisqu'il me reste quelques minutes, j'ai entendu et j'ai surtout pris attention de la dernière discussion générale à cet endroit, concernant les revendications des infirmières. Et je vous ai pas senti convaincu quand je vous ai effectivement annoncé que le premier acte était financé à 100%, le deuxième acte à 50% et le troisième acte gratuit. Je vous confirme, j'ai bien revu, devant votre côté un peu sceptique, j'ai bien revu l'ensemble des syndicats infirmiers et je vous confirme bien qu'il y a bien une dégressivité des tarifs infirmiers, 50% pour le deuxième acte, gratuit le troisième acte, et si on regarde n'importe quelle profession, et j'ai rien contre les plombiers, les électriciens ou autres qui effectueraient 1, 2 ou 3 actes dans un domicile, personne n'offre le troisième acte. Donc je crois qu'à l'heure où le pouvoir d'achat de nos professionnels de santé de territoire et notamment de domicile, garant des virages ambulatoires et domiciliaires, je pense que c'est une mesure urgente à prendre plutôt que la revalorisation effective, ou en tout cas en sus du carburant. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Neuder. La parole est à Madame Maude Gattel pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, notre Assemblée examine aujourd'hui une nouvelle tentative de la NUPES pour renverser le gouvernement, celui-ci ayant engagé sa responsabilité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une NUPES ressuscitée pour l'occasion, au pire moment, compte tenu des propos ignobles tenus hier. Il a fallu, une fois encore, que vous déposiez une motion de censure dans un réflexe quasi pavlovien. Et oui, Madame Amiot, une fois encore, vous avez prouvé qu'il n'existe pas de majorité alternative. Et d'ailleurs, avez-vous même fait l'effort d'en présenter? On peine à trouver trace d'une quelconque cohérence ou d'un réel projet construit d'alternance dans vos centaines d'amendements. Alors, vous ne l'avez pas dit, Madame Amiot, dans votre discours, mais dans la motion de censure, vous dénoncez un projet qui, je cite, « détricote la sécurité sociale » et brutalise notre hôpital public et ses soignants. Or, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Détricoter la sécurité sociale, croyez-vous vraiment que c'est un nom d'âme porté à 255 milliards d'euros en 2024, alors qu'il n'était que de 190 milliards en 2017, soit une augmentation de plus de 65 milliards. Brutaliser notre hôpital public et ses soignants, c'est ainsi que vous qualifiez la continuation des revalorisations salariales issues du Ségur pour un montant de 3,3 milliards d'euros. Le PLFSS est un tiers de la richesse nationale. Quel autre pays consacre autant à la solidarité que la France? On peut parfaitement avoir des divergences sur les évolutions et les priorités données à notre système de santé. Mais arrêtons de faire croire aux Français que notre pacte social est mis en cause. C'est saper les fondements de notre modèle qui fait notre fierté. C'est le contraire. Et ce projet de PLFSS répond aux défis qui sont devant nous, notamment la question du vieillissement, tout en renforçant notre pacte social. À force de jouer avec les mots, on abîme profondément, et je le crains durablement, notre démocratie. Face à ce projet de loi qui perpétue les principes et les exigences du modèle social dont nous sommes les héritiers, près de 80 ans après la fondation de la sécurité sociale, le groupe démocrate salue ce projet. C'est en sachant répondre à une triple exigence de solidarité, de responsabilité et d'émancipation que nous saurons faire œuvre utile en matière d'action sociale, tant à l'égard de nos aïeux du Conseil national de la Résistance qu'envers les générations qui nous succéderont. Si nous avons une dette envers les esprits novateurs de 1945, nous avons aussi des devoirs à l'égard de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est dans cet esprit que les députés démocrates ont abordé l'examen du texte. Les amendements que nous avons présentés permettaient de garantir une meilleure protection sociale
pour tous, mais sans obérer notre capacité à faire face à nos engagements budgétaires et financiers. Plusieurs n'ont pas été retenus dans la version du texte par le gouvernement, sur lequel la Première ministre a engagé sa responsabilité et nous le regrettons. Le groupe démocrate continuera d'agir et de défendre ses convictions dans un esprit de concertation au service de nos concitoyens. Au cours de la navette parlementaire, le Sénat a quant à lui apporté des modifications substantielles au texte adopté par notre Assemblée. Le groupe démocrate tient à souligner l'esprit de responsabilité dont ont su faire preuve les sénateurs, malgré des désaccords évidents avec notre majorité, notamment concernant la trajectoire budgétaire proposée par le gouvernement. Mais il est sain que différentes visions de la protection sociale puissent s'affronter sans perdre de vue l'intérêt supérieur de la nation. Je suis convaincue que ces visions peuvent même se compléter. Je pense par exemple à l'ambition partagée avec le Sénat en matière de prévention ou de soutien à l'innovation de la santé. Plusieurs dispositions du projet de loi traduisent l'exigence de solidarité que je mentionnais tout à l'heure. Car c'est en étant solidaires que nous serons fidèles à l'esprit des ordonnances Larocque de 1945. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 permet ainsi une meilleure articulation des droits à la complémentaire solidaire santé avec les minima sociaux comme l'allocation adulte handicapé, l'allocation supplémentaire d'invalidité ou celle destinée aux chômeurs en fin de droit. Solidarité aussi à travers la suppression de tout jour de carence en cas d'arrêt de travail dû à une interruption médicale de grossesse. Solidarité encore, car pour mieux accompagner celles et ceux qui prennent soin d'un proche malade plusieurs fois au cours de leur vie, la collectivité prendra en charge un renouvellement de l'allocation journalière de proche aidant. Outre la solidarité, notre modèle social de l'après-guerre repose sur une logique de responsabilité. C'est même la condition sine qua non pour garantir aux générations futures un système solide, aussi protecteur que nous le connaissons aujourd'hui. Les dépenses doivent être compensées par des recettes équivalentes. C'est aussi simple que cela. Transmettre à nos enfants des comptes en grave déficit d'année en année, c'est les condamner à porter le fardeau d'une dette sociale qui n'est pas la leur, mais la nôtre. C'est pourquoi le texte porté par cette majorité prévoit des mesures d'économie sur la consommation et le prix des médicaments, mais également sur les sommes versées à l'Unédic pour tenir compte des effets des réformes de l'assurance chômage et de l'amélioration du marché de l'emploi. Également, le projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à diminuer les arrêts de travail non justifiés et à inciter au recours au transport partagé. Le PLFSS permet aussi à la fois de veiller à ce que les grandes plateformes payent ce qu'elles doivent en renforçant les obligations déclaratives et d'améliorer la couverture sociale des micro- et auto-entrepreneurs. Cette lutte contre la sous-déclaration des revenus, dont le manque est gagné, est estimé à plusieurs centaines de millions pour nos comptes sociaux, est essentielle pour nos comptes publics comme pour l'acceptabilité des prélèvements sociaux. Enfin, agir de manière responsable, c'est être mieux préparé aux crises. Le projet de loi présente dès lors plusieurs mesures pour lutter contre les pénuries de médicaments, mesures qui apporteront une réponse à l'inquiétude justifiée de nos concitoyens. À mon sens, la sécurité sociale remplit pleinement son rôle lorsqu'elle permet à chacun d'être acteur de son destin, notamment face à la dégradation de l'état de santé. C'est tout l'objet des rendez-vous aux âges clés de la vie que le projet de loi propose de plus facilement généraliser, comme de la prise en charge inédite des moyens de contraception ou de la généralisation de la vaccination HPV. Solidarité, responsabilité, émancipation, pour toutes ces raisons, le groupe démocrate s'opposera à cette motion de censure. Je vous remercie. Merci Madame Gatel. La parole est à Monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Madame la Première ministre, vendredi après-midi, vous êtes montée à la tribune et vous avez, avant même que les députés n'aient pu piper mot, déclenché votre 20e 49.3. C'est peut-être votre côté bon élève, Madame la Première ministre. 20 sur 20, franchement, bravo, bravo. Vous aurez mention très bien, avec les félicitations du Président de la République,
pour avoir rudoyé sans vergogne le Parlement avec votre projet de loi de financement de la sécurité sociale qui continue de détruire notre modèle social. Pas sûr néanmoins que les Françaises et les Français vous en soient si reconnaissants. Ce petit sourire satisfait que vous affichez désormais quand vous déclenchez un 49.3, il peut être perçu par certains comme le signe d'une forme de déconnexion, voire d'une ignorance de la réalité vécue par nombre de nos concitoyens. Tentons, puisque vous êtes présente ici, de leur donner la parole. On n'en est même plus à choisir entre le loisir ou manger. Les loisirs, ça fait belle lurette qu'on s'en passe. On en serait plutôt à choisir entre les œufs et le lait, mais pas les deux, ou entre le liquide vaisselle et le gel douche. De nouveau, mais pas les deux, quand on peut encore en prendre un. Des mots comme ce message posté sur ma page Facebook la semaine dernière à la suite de votre précédente motion de censure, ils nous touchent inlassablement depuis 1 an et demi, alors que l'inflation, on le dit, on le répète, on le martèle, elle pèse sur les ménages. Pendant ce temps, vous allez généreusement revaloriser le RSA de 4,6% et les pensions de retraite de 5,4%. Franchement, bravo. Ça fait 90 centimes de plus par jour pour un allocataire du RSA. Et alors après, ils vont continuer de se plaindre, comme Juliette, que l'on réduise le montant de l'allocation alors qu'ils ont oublié de déclarer 40 € quand même de vente d'objets sur le Bon Coin. C'était dans un article du Monde, Madame la Première ministre, je vous en ferai parvenir une copie. Franchement, c'est indécent. Ces assistés au bout du rouleau, ils oseraient encore se plaindre parce qu'on les contrôle, un contrôle technocratique et inhumain, mais oui, quelle indécence. Peut-être ces chiffres, ces éléments sur l'inflation sont-ils encore trop abstraits. 3,45 € le paquet de yaourt sur le site de Carrefour il y a moins d'1 heure, ce même paquet qui coûtait 2,72 € il y a 1 an. Cette différence, elle n'est pas ridicule. C'est le quotidien de nos concitoyens. Alors, Madame la Première ministre, puisque, à l'instar du ministre du Travail, vous ne m'écoutez pas ou trop peu, vous allez peut-être prêter attention à ce que nous disent les banques alimentaires. Leurs rapports décrivent méthodiquement comment la précarisation de l'emploi rallonge les files d'attente aux distributions organisées par des bénévoles. Savez-vous que parmi les effectifs qui sollicitent l'aide des banques alimentaires, 60% travaillent à temps partiel? C'est la fabrique de l'emploi précaire qui conduit à renforcer la pauvreté. Les bas salaires et les classes moyennes sont pénalisés par cette trappe à pauvreté qu'est l'inflation. Madame la Première ministre, puisque vous avez souhaité interrompre notre parole pour la 20e fois, laissez-moi donc continuer de leur donner la parole à ces acteurs de la solidarité qui sont le dernier refuge de celles et ceux que vos politiques précarisent. Vendredi matin, pendant que vous pourfourbissiez ce 20e 49.3, j'étais à 11 h à la Banque alimentaire du Calvados, aux côtés des bénévoles et des 2,5 salariés pour les écouter. Je leur ai promis de relayer leurs paroles. À Brelleville-sur-Rondon, l'entrepôt est trop petit. Il faudrait qu'il soit 3 fois plus grand pour gérer la demande. Les périodes où les aides comme le RSA ne sont pas encore versées, ça met évidemment les gens en difficulté. Ils sont isolés, ils sont perdus. Lors d'une faillite de commerce, par exemple, les gens n'ont pas de chômage, pas de revenus, rien. Si les Restos du Cœur refusent désormais les 100 plus riches, ils vont aller toquer à d'autres portes. Mais lesquelles? Personne, évidemment, n'a envie de refuser des gens, de trier entre les pauvres. De plus en plus de travailleurs pauvres viennent. Ça pose d'ailleurs des questions. Pour les banques alimentaires du Calvados, c'est même aujourd'hui Amazon qui donne un chèque de 12 000 € pour pouvoir acheter des conserves. Amazon qui met à disposition des camions et des chauffeurs. Oui, vous avez bien entendu. C'est Amazon, championne de l'optimisation fiscale, professionnelle des conditions de travail dégradées, des cadences infernales, des rotations à la chaîne, qui se substitue à l'État pour financer les banques alimentaires. Quel symbole! Pourriez-vous assumer devant la représentation nationale le montant des exonérations d'impôts qu'entraîne cette politique, par ailleurs de responsabilité sociale et environnementale, de l'entreprise américaine? Samedi à 10 h, le lendemain, j'étais invité en Ardèche pour parler travail, emploi et défendre une autre vision que celle qui est portée par votre ministre du Travail, Olivier Dussopt. Au Teil, j'ai rencontré l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée qui porte un ambitieux projet de transformation des territoires et dont vous vouliez réduire les subventions. À Privas, nous sommes allés à la rencontre des salariés d'une ressourcerie qui déplore que votre gouvernement détourne le modèle des ateliers et des chantiers d'insertion. Nous accompagnons de plus en plus de personnes de 50 ans et de moins de 25 ans. La semaine dernière, une dame âgée de 66 ans est venue nous voir. Elle n'avait pas de solution. La dernière réforme de l'assurance chômage a beaucoup changé les choses. Des personnes qui avant pouvaient payer leurs factures, nous disent-ils, n'y arrivent plus. Nous avons même une bénéficiaire qui a une licence de langue étrangère appliquée LEA. Tout est déréglé.
Les réformes, comme celle de l'assurance chômage, renvoient les gens vers le RSA. Il y a une colère forte. Les gens vivent dans des logements pourris. Ce sont des invisibles. Vous n'avez pas augmenté les plafonds des chantiers d'insertion. Il y a une réduction du nombre de personnes qui peuvent aller vers les dispositifs d'insertion. C'est votre politique. 1 heure plus tard, j'étais à la rencontre des bénévoles du Secours populaire. Il n'y a pas eu de distribution en novembre, nous disent-ils, car nous n'avons plus de stock. C'est difficile. Notre secrétaire général a alerté Mme Borne sur l'utilisation des fonds européens de l'aide alimentaire qui ne sont pas consommés en France. Nous n'avons pas d'étudiants sur notre territoire, ajoute-t-il, mais nous avons désormais des lycéens qui viennent prendre des paquets de biscuits. Dans nos territoires ruraux, même l'accès au droit est en danger puisque se déplacer coûte trop cher. Les gens n'ont plus les moyens de venir chercher à manger. Les gens viennent, mais on n'est pas prêt. On n'est pas France Service bis. On ne peut pas compenser par des appels à projets à durabilité limitée. À un moment, on se pose la question. Jusqu'à quel moment devra-t-on se battre pour avoir quelques subsides de l'État pour accompagner son désengagement ? Ce désengagement de l'État, je ne peux que le constater dans le Calvados, votre département. À Ouistreham, je vous l'ai dit dimanche dernier, des hommes sont frigorifiés. Ils attendent une mise à l'abri qui est votre devoir mais qui tarde, alors même que l'hébergement d'urgence est saturé, faute de moyens notamment. Il gèle, Madame la Première ministre, il pleut. Il n'y a pas assez de tentes et ils doivent se relayer pour dormir. Plus de la moitié d'entre eux a déposé une demande d'asile, mais en attendant, en ce moment, ils n'ont droit à rien. Ils n'ont rien. Ils sont considérés comme moins que rien. À Ouistreham, comme on me le rappelait à la Banque alimentaire, il y a de plus en plus de jeunes. Certains ont 12-13 ans. La Croix-Rouge a du mal à trouver des bénévoles pour aller leur donner à manger à cause de la gale et de la tuberculose. Nous n'avons pas une ligne de crédit sur la maraude à Ouistreham pour avoir de l'aide alimentaire. Alors il y a Ouistreham, mais il y a Dunkerque, il y a Calais. Partout des campements de fortune et des exilés qui cherchent tout simplement à survivre et qui ne désirent qu'une chose pour la plupart, vivre, travailler, s'intégrer en France, vivre dignement. Et pendant ce temps-là, il y a votre ministre du Logement qui dit dans Le Monde « J'ai 1600 migrants à Dunkerque, je les gère. C'est ce qui me paraît plus important, par contre, c'est que les gens ne soient pas étranglés par leur rythme de vie et leur pouvoir d'achat. » Bravo, monsieur le ministre du Logement. Mais quand vous voyez, malgré votre « en même temps » qui divise, les gens sont quand même étranglés par leur rythme de vie et leur pouvoir d'achat à cause de vos politiques. Et en même temps, votre devoir, notre honneur, devrait aussi être de considérer les exilés autrement comme des chiffres qu'on gère. L'indignité, au-delà de ces propos, c'est évidemment celle des conditions dans lesquelles on accueille notamment ceux qui sont attrapés sur nos frontières. Laissez-moi, Madame la Première ministre, vous raconter ce que j'ai vu à Menton. Menton, dans le poste de police de frontière, c'est un local de mise à l'abri. Dans une courette, ce sont parfois des dizaines d'hommes qui attendent en plein cagnard, qui dorment sur des bancs en métal pour quelques-uns, mais surtout sur le sol goudronné. À l'intérieur, dans une salle de 30 mètres carrés, ce sont des mineurs, des familles, des bébés qui se partagent 4 matelas de sol, ils sont une quarantaine. Une toilette à la turque putride et un point d'eau. Des bébés, Madame la Première ministre, des bébés qui dorment ici. Je garderai toujours en mémoire l'image de ce couple avec leur toute petite fille de 9 mois qui rentrait à 20h30 dans le poste. Ils vont passer la nuit là, à même le sol. Le lendemain, je les ai retrouvés par hasard à Vintimille. Ils n'avaient évidemment pas dormi, ils avaient fui la Guinée et l'excision. Au poste, on leur a demandé leur identité, mais pas s'ils voulaient l'asile, mais pas s'ils voulaient voir un médecin. Leur petite fille était malade depuis 3 semaines. Au poste, on les a conduits dans cette pièce surpeuplée, où la petite fille a dormi sur l'épaule de son père, allongé sur le carrelage sale. À 8h, on les a remis dehors. 2 heures de marche le long de la route vers l'Italie. Madame la Première ministre, ça ne peut pas être la France. C'est la France. Vendredi dernier, je suis revenu en commission des lois et j'ai assisté médusé à vos renoncements. Durcissement du regroupement familial, durcissement du droit du titre de séjour étranger malade, exigence d'un niveau de maîtrise de langue alors même qu'il n'y a plus de place dans les centres de langue. Madame la Première ministre, pour finir, je vais vous parler de Samassa. Samassa, elle fait le ménage à l'Assemblée nationale depuis 40 ans. Elle nettoie depuis plus de 30 ans les bancs sur lesquels vous êtes assis. Elle peine à joindre les deux bouts. Elle a abandonné sa demande de naturalisation, sans rancune avec le sourire, parce qu'il manquait une pièce. Mais elle continue de venir nettoyer votre banquette. Elle a eu des problèmes de santé. Elle a 68 ans, elle continue de travailler. Aujourd'hui, je pense à elle. Je pense à ceux qui font tourner la France, malgré vos politiques, avec abnégation et sentiment des devoirs. Madame la Première ministre, au nom d'une humanité technocratique qui vous sert de politique, nous voterons la censure. Merci, Monsieur Delaporte. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux pour le groupe Horizon et Apparentés.
Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. L'article 49.3 de la Constitution est une disposition légale, c'est une disposition démocratique au sens où elle est inscrite dans notre Constitution. C'est une disposition pour dépasser les situations de blocage lorsque l'essentiel est en jeu et donner un cadre budgétaire à toutes nos politiques sanitaires et sociales, c'est un sujet essentiel. Par contre, la motion de censure, qui est éventuellement son pendant, est aussi une disposition légale, mais c'est surtout un outil politique dont l'efficacité se juge au résultat obtenu, au nombre de voix qu'elle fédère. Et de ce point de vue-là, mesdames et messieurs les députés de la NUPES, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec toutes vos motions, ce réflexe pavlovien, comme ça a été dit et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de dégainer ces motions, vous avez fait pchit. Vous avez fait pchit dès la première fois, vous avez persisté, puis vous avez refait pchit, puis vous avez refait pchit, puis vous avez refait chip, puis patatras, puis pchit. Ce n'est plus avec de vrais arguments politiques que vous montez à l'assaut à l'occasion de toutes ces motions de rejet, de renvoi ou de censure. Ce sont malheureusement des pistolets à eau que vous brandissez, avec l'idée certainement d'éclabousser l'arche, ça on a bien compris, mais quelques gouttes d'eau, ça sèche et surtout ça laisse pas beaucoup de traces. Et nous, motion après motion, nous vous écoutons. Mais surtout, nous vous regardons vous empêtrer dans vos contradictions et vos arguments tirés à boulet rouge. Nous vous regardons être de moins en moins suivis par vos alliés, être de moins en moins nombreux sur ces bancs à la soutenir, et nous regrettons que dans cet hémicycle, cet état d'esprit ait pris le pas sur l'échange constructif, comme pourtant nous pouvons le voir fait en commission à plusieurs reprises. Pour la 5e fois, nous avons beau vous écouter, et nous vous écoutons patiemment, nous n'entendons rien, nous n'entendons aucune proposition structurée, aucun projet alternatif qui puisse surtout fédérer largement dans cet hémicycle et finalement faire une majorité alternative. Car hélas, chers collègues, critiquer ce que propose le gouvernement et la majorité ne suffit pas. Ça ne suffit pas à construire une majorité responsable, cohérente et capable de proposer aux Français un projet qui serait différent du nôtre. Finalement, ce rejet systématique fait surtout naître une forme de regret, celui de ne pas avoir pu percevoir le modèle social que vous auriez souhaité dessiner dans le cadre du PLFSS pour 2024. Mais la réalité reste là. Vous avez plutôt opté pour les critiques, les mensonges, les contre-vérités, les approximations et les postures, dont acte, dont acte. Au nom du groupe Horizon, je salue ceux qui ont donné la primauté à l'intérêt général, ceux qui n'ont pas cédé à la tentation simpliste des carcans idéologiques. De la part du gouvernement, cette attitude constructive s'est manifestée par une main souvent tendue aux oppositions, reprenant notamment certains des amendements. Nous l'avons aussi, nous, majorité, repris certains de vos amendements en commission, et vous le savez. Rappelons quelques chiffres. En 2024, nous finançons 105 milliards d'euros pour l'hôpital. Nous finançons 254 milliards d'euros au titre de l'ONDAM. Nous finançons 294 milliards pour l'assurance vieillesse ou encore 58 milliards pour les dépenses de politique familiale. Tous ces budgets sont en augmentation et c'est inédit. Je le répète, notre majorité n'a pas à rougir de ces chiffres. Ces budgets, c'est la revalorisation des pensions de retraite de plus de 5%. Ces budgets, c'est plus de 3 milliards d'euros de revalorisation des personnels sanitaires, médico-sociaux et de la petite enfance. En parallèle, il nous incombe aussi de maîtriser les dépenses, quand elles peuvent l'être, grâce à des économies raisonnées, garantissant l'équilibre global du système, tout en maintenant les droits des Français. Je l'ai indiqué à plusieurs reprises à cette tribune depuis le début de l'examen du texte, il est indispensable de s'inscrire pleinement dans une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques, à l'heure où la menace des déficits est présente et que l'inflation commence à refluer. Ce PLFSS poursuit cet objectif et se trouve dans la lignée de la boussole du groupe Horizon, selon laquelle chaque euro des Français doit être dépensé de façon juste et efficace. Dans ce contexte, nous soulignons un objectif national des dépenses d'assurance maladie qui reste dynamique en 2024 à plus 3,2%, accompagné de l'esquisse de réformes structurantes nécessaires et d'une trajectoire de 3,5 milliards d'euros d'économies fondées sur l'efficience de la politique de santé publique. Ces économies s'accompagnent de mesures de responsabilisation des acteurs du système de santé et de mesures de lutte contre la fraude sociale, impératif d'équité et de justice pour l'ensemble des assurés. Le PLFSS pour 2024 s'attaque aussi à plusieurs priorités, dont l'accélération du virage préventif, la lutte contre toutes les inégalités d'accès à la santé et le financement de l'hôpital et des EHPAD. En premier lieu, au sujet de la prévention, qui a été historiquement un parent pauvre des politiques de santé, je me réjouis, et nous devrions tous nous en réjouir, du lancement de la grande campagne de vaccination contre les infections liées au papillomavirus, prise en charge à 100% dans tous les collèges pour les élèves de 5e, la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans et la prise en charge des protections menstruelles réutilisables pour les jeunes femmes et notamment les plus précaires.
L'accès aux soins est une préoccupation majeure des Français. Là encore, vous auriez pu vous réjouir de plusieurs avancées prévues dans ce texte. Je pense notamment à l'élargissement des compétences des pharmaciens en leur permettant de prescrire des antibiotiques après la réalisation d'un test d'orientation diagnostique pour les angines et les cystites. Je pense aussi à la généralisation d'une expérimentation réformant l'organisation des soins dentaires, déjà déployée dans 10 régions et 26 départements. C'est une mesure de bon sens qui permettra de répondre aux besoins urgents de la population. Enfin, ce PLFSS marque une étape importante dans les réformes de financement de tous les secteurs. D'une part, il pose le premier jalon de la sortie du tout T2A à l'hôpital, que beaucoup appelaient de leur vœu depuis si longtemps et promis par le président de la République au début de l'année. D'autre part, il entame une réforme importante du financement des EHPAD en donnant la possibilité aux départements qui le souhaitent de s'y inscrire, de fusionner les sections de financement soins et dépenses et de transférer son financement à la branche autonomie. Ce PLFSS représente ainsi un pas de plus vers le long chemin du redressement de notre système de soins. J'ai bien entendu quelques regrets, notamment sur les sujets liés au sport-santé, liés au sujet des rendez-vous non honorés, liés aussi au sujet de lutte contre l'alcool et contre le tabagisme. Mais je sais aussi que notre politique sociale ne peut résider dans le seul véhicule législatif du PLFSS. Il faut engager des réformes structurelles pour faire évoluer notre système de santé. Nous allons le faire au niveau local, grâce au vote prochain de la proposition de loi que j'ai l'honneur de présenter et de rapporter sur l'accès aux soins. C'est un pas supplémentaire vers la territorialisation de notre système de santé, car oui, il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Oui, il faut discuter de la question de l'efficacité des dépenses publiques au plus près de là où elles sont dépensées, en prenant en considération les priorités de santé publique et en garantissant des rémunérations justes et équitables. Oui, il faut aussi changer d'époque en matière de prévention. Oui, enfin, il faut obtenir des acteurs de santé qu'ils changent certaines de leurs habitudes. Moderniser notre système de santé passe par des réformes audacieuses qui, certes, bousculeront des rentes, bousculeront des habitudes, mais c'est à ce prix et à ce seul prix que nous pourrons le pérenniser. Nous sommes à un moment historique qui oblige chacun à débattre avec sincérité et donc avec l'envie de chercher des compromis et des solutions, plutôt que de s'opposer par posture et par plaisir. Cet état d'esprit, cette volonté de privilégier l'intérêt général plutôt que les intérêts partisans ne sont pas partagés sur tous les bancs de cet hémicycle et c'est bien dommage. Le groupe Horizon a pris, lui, toute sa part dans l'élaboration de ce PLFSS. Sur certains points, notamment sur la santé des femmes, il a permis des avancées très concrètes. En conclusion, le 49.3 n'est pas un déni de démocratie, mais un outil de stabilité de notre 5e République. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, le groupe Horizon vous renouvelle tout son soutien et ne votera évidemment pas cette nouvelle motion de censure. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Valletoux. La parole est à Madame Julie Lernouz pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Première ministre, vous avez banalisé l'usage du 49.3 sur les textes budgétaires. Imperturbable, vous continuez de dégainer texte après texte. Si l'année précédente, vous aviez maintenu l'illusion du débat parlementaire en attendant quelques jours de débat avant d'enclencher le 49.3, cette année, vous ne vous donnez même plus la peine de jouer la comédie. Votre dernier 49.3, le 20e, a duré à peine 2 minutes. Preuve du caractère dérisoire, banal, presque anodin que prennent à présent ces 49.3. Vous amputez les discussions avant même qu'elles n'aient pu avoir lieu. Vous clôturez le débat avant même qu'il n'ait commencé. Mais en réalité, recourir au 49.3 révèle votre profonde fragilité. Force est de constater que vous êtes dans l'incapacité de réunir une majorité pour faire passer vos textes austéritaires. Même les députés de votre propre camp désertent dorénavant les commissions préalables aux discussions budgétaires, sachant qu'aucune modification ne se jouera là. Vous imposez du haut, sans faire jouer à la démocratie, cette voie essentielle, celle pour laquelle nous, parlementaires, avons été élus par le peuple, celle de la représentation, de la pluralité. Projet de loi de finances après projet de loi de finances, PLFSS après PLFSS, vous continuez de déconstruire notre pacte républicain et le fondement de notre démocratie. Les 49.3 sont l'aveu de votre faiblesse. Ce mépris de la démocratie est loin d'être sans conséquence pour notre pays. Au-delà de l'affront pour les parlementaires, il y a une répercussion très concrète sur la vie des Françaises et des Français, bien loin de nos joutes politiques et de nos querelles parlementaires.
Car ce n'est pas seulement la représentation nationale que vous méprisez à chaque fois que vous montez à la tribune pour user et abuser de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, ce sont toutes les Françaises et les Français. C'est l'espoir d'une démocratie qui prend en compte chacune et chacun, la promesse républicaine de ne laisser personne au bord de la route. En passant en force, réforme après réforme, texte après texte, vous contribuez à dégoûter un peu plus encore les Françaises et les Français de la politique. Vous méprisez ainsi leurs préoccupations, les répercussions sur leur quotidien. Vous donnez l'impression que le politique, que la politique n'est l'affaire que de quelques-uns, mais n'est pas l'affaire du peuple. Et vous affaiblissez ainsi considérablement la promesse républicaine et démocratique. À quoi bon participer? À quoi bon manifester? À quoi bon voter? À force de refuser de taxer les superprofits en étant la main et l'oreille des grandes entreprises, des lobbies, vous renforcez la perception des Français d'être dirigés par une élite faible avec les puissants et forte avec les faibles. Aux puissants, on laisse tout passer, aux faibles, rien. En passant en force sur la réforme des retraites, vous dédaignez les souffrances physiques et psychologiques des plus vulnérables. Et ce faisant, vous creusez encore le gouffre entre ceux qui gouvernent et ceux qui subissent. Vous avez choisi d'ignorer des millions de Françaises et de Français qui ont marché contre votre réforme dans une mobilisation historique. Vous n'avez pas entendu les sincères revendications de celles et ceux qui ont dénoncé son caractère profondément injuste. Plutôt que d'agir sur un des défis majeurs de notre siècle, celui de la lutte contre le réchauffement climatique, vous choisissez de criminaliser celles et ceux qui n'arrivent pas à se résoudre, à laisser les pétroliers forer les sols, les élites construire des autoroutes pour les riches, en dépit de toutes les alertes des scientifiques, qu'ils soient climatologues ou environnementalistes. En choisissant de passer en force, Madame la Première ministre, vous trahissez la promesse républicaine et démocratique. Vous manquez à votre responsabilité, celle de trouver le meilleur compromis social pour une société déjà très fragilisée et profondément fracturée. Aujourd'hui, votre gouvernement n'est plus le rempart face à l'extrême droite qu'il a prétendu être. Il est au contraire devenu son tremplin. À force de creuser les inégalités sociales et économiques, à force de mener des politiques antisociales et anti-écologiques, vous devenez acteur de la montée du populisme dans notre pays. Alors que vous avez été élu avec les voix de la gauche et des écologistes pour faire barrage à l'extrême droite, vous donnez aujourd'hui raison au discours populiste, haineux, xénophobe et nationaliste de l'extrême droite. Vous mettez à l'agenda des débats comme l'immigration sur lesquels l'extrême droite prospère, dans un vain espoir de détourner l'attention et de capter la colère de celles et ceux qui sont exclus. Vous assumez de faire une pause environnementale, alors que l'arrêt de ces politiques marque là aussi le refus de croire en l'avenir. Et vous crédibilisez là aussi un peu plus le discours de l'extrême droite qui pointe l'écologie comme l'origine de tous les maux et les contraintes. Plutôt que d'agir réellement contre le réchauffement climatique, même les COP deviennent un prétexte pour disséminer votre idéologie technosolutionniste aux côtés des pétroliers. Mais surtout, vous continuez de déconstruire méthodiquement les services publics qui constituent le patrimoine de celles et ceux qui n'en possèdent pas. Protection sociale, assurance chômage, retraite, mais aussi l'égalité d'accès aux soins, à l'hôpital public et à l'éducation. Une société qui n'investit plus dans sa jeunesse, dans l'éducation, qui est le pilier de la démocratie et de la promesse républicaine, est une société qui abandonne toute forme de progrès social et ne croit plus en son avenir. C'est pourtant ce que vous faites, saboter notre système d'éducation nationale en voulant créer des classes de niveau, l'école publique pour les pauvres, le privé pour les privilégiés. L'explosion du nombre d'enfants qui dorment dans la rue, sur laquelle nous tentons d'agir, de vous interpeller par tous les moyens. Mon collègue Charles Fournier a même mis à disposition sa permanence parlementaire pour ce faire, est la conséquence de vos politiques défaillantes. Vous refusez de mettre à contribution les industries les plus polluantes pour financer notre système de santé. Vous refusez de débloquer les financements nécessaires pour mener une véritable politique de rénovation des logements. Vous laissez de plus en plus de ménages aux prises avec la précarité énergétique. Et vous continuez de fermer les yeux sur notre système judiciaire qui demande aux femmes victimes de prouver l'agression sexuelle ou le viol et pas aux agresseurs de prouver leur innocence.
Vous laissez notre système de santé publique se détériorer sur le dos des aides-soignantes, infirmières et médecins qui le portent à bout de bras. Notre système de santé mentale est en lambeaux, avec des conséquences dramatiques, là aussi. En agissant ainsi, en creusant les inégalités socio-économiques, en appauvrissant notre modèle de solidarité, vous créez une brèche dans laquelle l'extrême droite n'a qu'à s'engouffrer et s'engouffre déjà. Vous crédibilisez leurs discours. Pire, vous les faites prospérer. Or, à quoi mènent les inégalités économiques, la crise de confiance envers les gouvernements, le dégoût de la politique et la perte de foi envers le système? Que nous enseignent l'Italie, la Hongrie, la Suède, la Slovaquie et plus récemment, à mon grand désespoir, les Pays-Bas? L'accroissement des inégalités, la défiance envers les élites politiques mènent à la montée du populisme. Ne tirez-vous aucune leçon de tous ces exemples? Où votre irresponsabilité va-t-elle nous mener? Je pourrais vous parler de ma colère, de mon dégoût, mais aujourd'hui, c'est de mon grande inquiétude qu'il s'agit. Si nous choisissons de censurer votre gouvernement, c'est pour marquer notre opposition à cette montée du populisme que vous assumez, puisque vos politiques la nourrissent directement. Madame la Première ministre, je vois la démocratie en Europe brûler, et votre gouvernement, en recourant systématiquement au 49.3, jette de l'huile sur l'incendie. Mesurez-vous véritablement les répercussions de ce déni de démocratie à répétition? Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste votera cette motion de censure et j'invite tous les parlementaires à faire de même. Je vous remercie. Merci Madame Lernoux. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Ce matin, Madame la Première ministre, Madame la Présidente, ce matin, en me réveillant grippé, je me suis demandé si c'est votre politique qui m'avait rendu malade. Mais je n'oserais évidemment pas faire cette allusion devant vous. Permettre au Parlement de se prononcer chaque année sur le financement de la sécurité sociale est une nécessité démocratique et la condition de l'instauration d'un équilibre de notre système de protection sociale. Il est essentiel que le Parlement puisse voter chaque année une loi de financement de la sécurité sociale. Ces mots ne devraient pas vous choquer. Ils sont de chez vous. Ils sont d'Alain Juppé en 1996. En 1996, une révision constitutionnelle reconnaissait enfin que le budget de la Sécu exigeait un débat politique et le vote du Parlement. Ces mots n'ont pas pris une ride. Et il est bon que vous les entendiez ce jour où, pour la 20e fois, nous ripostons par une motion de censure à votre décision de priver les représentants de la nation du débat qui est la respiration de la démocratie. Ce débat qu'aucune autre démocratie parlementaire ne songerait à passer à la trappe comme vous le faites. Oui, le budget de la sécurité sociale est une affaire politique. Il n'y a pas plus politique que la santé, puisqu'il n'y a pas plus important que la santé. Quand la santé va, tout va. Qui, à part vous et le président de la République, oserait remettre en cause des prérogatives de notre Parlement à débattre ou à voter le budget de la sécurité sociale? J'ai du mal à me tourner vers mes collègues marcheurs, ils sont absents, mais il faut qu'ils mesurent le poids de l'acte d'autorité qu'ils approuvent. Comment prétendre fixer les dépenses de santé sans tenir compte véritablement des besoins? Comment prétendre déterminer les recettes qui seront affectées à la sécurité sociale sans au préalable avoir un débat politique sur la nature des ressources? Vous, Madame la Première ministre, contre la volonté du Constituant de 1996, vous décidez que le budget de la Sécu peut être arrêté par l'exécutif seul, sans débat politique, entre technocrates plus soucieux de la carte bleue que de la carte vitale, en tout cas sans aucune contradiction. Le 49.3, nous vous le répétons, abîme la démocratie. Le 49.3, appliqué au budget de la Sécu, abîme la démocratie sociale. Ce budget de la sécurité sociale pour 2024, arrêté donc d'une manière autoritaire, n'aurait pas été le même si nous en avions débattu.
Je ne sais pas si vous êtes allé dans un hôpital récemment, pas pour une visite organisée, ripollinée, mais pour une vraie visite, une visite vérité. Ou si vous avez regardé sur le service public de France 3 le documentaire éloquent intitulé « Nous soignants », une enquête de plus qui met des mots sur les mots de notre système de santé. Une enquête qui permet de mesurer que le budget de la sécurité sociale que vous imposez n'est pas à la hauteur des besoins de santé. Si un vrai débat avait eu lieu, nous aurions pu faire la démonstration du gouffre qui existe entre ce que vous mettez sur la table pour notre système de santé et ses besoins réels. Nous aurions pu vous dire pourquoi ce que l'on voit à l'hôpital, ce qui est diffusé à la télévision et ce qu'analyse la Fédération hospitalière de France disqualifie le PLFSS 2024, comme le précédent d'ailleurs. Pour 2023, les besoins de financement supplémentaires étaient de 3 milliards d'euros. Pour 2024, ils sont à 5 milliards d'euros. Quelle crise ce nouveau fossé va-t-il ajouter à la crise? S'il y avait eu un débat, nous aurions pu examiner les sources de recettes nouvelles pour la sécurité sociale, discuter de l'urgence qu'il y a à resocialiser notre Sécu pour qu'elle continue de tenir son rôle précieux d'amortisseur de crise, d'amortisseur de choc. La Sécu, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. Ceux qui, comme vous, choisissent de la diminuer représentent les gens qui ont du bien et qui en ont le moins besoin. C'est cela que vous écoutez avec le budget de la Sécu, qui n'est pas à la hauteur, que vous imposez sans débat. C'est à eux que vous obéissez avec ce 49.3. Et ce n'est pas à la France des classes moyennes et populaires, pas à la France qui souffre, pas à la France malade que vous vous référez. Car la crise est profonde. 6,7 millions de personnes, dont 800 000 en affection longue durée, sont encore à ce jour sans médecin traitant et vous refusez toutes les mesures que nous portons dans ce domaine-là. Il n'y a qu'une place en EHPAD pour 10 personnes de plus de 75 ans, avec un reste à charge moyen à hauteur de 1 957 € par mois. 163 services des urgences ont fermé, au moins ponctuellement, ces derniers mois, l'été dernier. Le délai moyen d'accès à des consultations à l'hôpital est de 1 à 4 mois pour plus de la moitié des établissements. En psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 45% des établissements font état de délai d'accès à l'ambulatoire compris entre 5 mois et plus d'1 an. C'est vous dire la détresse de la psychiatrie tournée vers l'enfance et la jeunesse. Le manque criant de reconnaissance et la pénibilité croissante nourrissent un absentéisme de l'ordre de 10% et expliquent que les 5% de postes soignants non pourvus au sein des hôpitaux et des centres médico-sociaux ne risquent pas d'être comblés. Vous savez, je suis président d'un conseil territorial de santé. Vous savez, cette instance de démocratie sanitaire, et cet exemple pourrait valoir pour tous les hôpitaux de France et de Navarre. Vous savez ce qu'on me dit dans les couloirs de l'hôpital? Monsieur le député, on s'habitue au pire. Quand les gens nous disent « de quoi vous plaignez-vous, ça va mieux que l'année dernière », la situation épidémique est moins pire. Au mieux, on hausse les épaules. Au pire, on s'agace, mais le plus souvent, c'est la lassitude qui l'emporte. Parce que le « ça va mieux » est un trompe-l'œil qui rassure les ARS et le ministère. Pour l'instant, les épidémies hivernales sont certes sous contrôle, mais l'hiver est loin d'être terminé et de nombreux établissements ne sont pas en situation d'avoir même un plan hôpital en tension à la hauteur des standards que vous exigez. Pour reprendre un seul exemple, les lits d'hôpital. Je parle des lits physiques, du matériel sur lequel on allonge le malade. De nombreux établissements ont différé les investissements ces dernières années, faute de moyens. Ils ont tiré sur la corde. Alors, ils peuvent se retrouver avec un nombre insuffisant de lits pour cocher toutes les cases du plan hôpital en tension. C'est vous dire. Il y a à l'hôpital une dette d'obsolescence du matériel par défaut d'investissement que vous ne soupçonnez pas. C'est invisible pour le public, mais les soignants le mesurent chaque jour dans leur travail. Ça pèse sur le moral et ça provoque une forme de violence institutionnelle. L'absence de capacité d'investissement, l'absence de perspective génère une perte d'espoir dans le système, surtout chez les jeunes qui démarrent leur carrière. Les plus anciens supportent parce qu'ils attendent la retraite que vous avez d'ailleurs décidé de différer. Si le quotidien semble aller un peu moins mal que l'année dernière, sur le plan financier, c'est la douche froide. Les déficits des hôpitaux s'accroissent même quand ils augmentent leur activité
Et ces déficits réduisent à peau de chagrin leur capacité d'investissement, comme je le disais tout à l'heure. L'inflation fait mal, les taux d'intérêt font mal, les banques se font prier pour prêter à l'hôpital. Le système de financement fait mal, la tarification à l'acte reste, malgré vos annonces, à l'ordre du jour et les mesures de compensation restent sous la ligne de flottaison. On me dit, il y a beaucoup d'annonces sur les efforts financiers déployés, sur le soutien de l'hôpital. Mais ça n'arrive pas sur le terrain, concrètement. Rien ne reflète ces annonces. Observez les promotions des futurs directeurs et directrices. Elles se réduisent. Preuve que l'absence de perspective et l'absence d'espoir que produit l'incapacité de l'hôpital à investir sont en train de décourager les vocations, y compris dans les directions des établissements. Quand vous dites à une équipe de travailler sur un projet de santé pour son territoire, c'est compliqué. Ils vous regardent en pensant qu'ils n'y arrivent déjà pas au jour le jour, alors comment penser à préparer le projet médical de santé pour demain, après-demain, dans ces conditions? Et désormais, cette situation fait tache d'huile dans le médico-social. Madame la Première ministre, faut-il rappeler que les débats dans cet hémicycle ne sont pas un entre-soi. Ils sont publics. Ils intéressent la population pour autant qu'ils existent. Vous privez de parole les Français et contribuez à la colère et à la fragilisation de la démocratie. En matière d'accès aux soins, oui, j'ai vu que personne n'écoutait, mais c'est une question d'habitude. En matière d'accès aux soins, depuis que vous gouvernez, la situation n'a cessé de se dégrader. Ce n'est pas à coup de 49.3 que vous parviendrez à faire disparaître cette réalité et à éteindre la voix de ceux qui nous alertent. Cette motion de censure est là pour vous le rappeler et rappeler que le combat politique pour un droit à la santé pour tous dans notre pays, et en tout cas dans notre esprit, ne s'arrête pas ce 4 décembre. Je vous remercie pour votre non-attention. Merci, Monsieur Jumel. La parole est à Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Bien, Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Nous voilà arrivés au terme d'un exercice fondamental pour notre société, frustrés et déçus, avec le sentiment pour la seconde année consécutive de ne pas avoir joué notre rôle de parlementaire, avec la mauvaise impression d'avoir été spectateur de décisions prises seules par le gouvernement. Simple spectateur et pas même un peu commentateur, puisqu'il n'y a pas eu de débat. Ne nous risquons pas à comptabiliser le nombre d'heures consacrées à la discussion des articles et des amendements de ce projet de loi. Il est inversement proportionnel à l'importance des sujets qu'il aborde. Quelle a été l'intention du législateur sur le budget de la sécurité sociale pour 2024 ? Nul ne le sait vraiment, celui-ci comporte en son sein des mesures majeures sans qu'aucun mot, aucune explication n'ait pu être exprimée ici même. Aucune discussion sur la réforme attendue de la tarification de l'activité, qui n'est ni plus ni moins que la manière dont nous finançons nos hôpitaux. Aucun débat sur notre politique pour les médicaments, alors que les pénuries obligent certains patients à traverser la frontière pour se procurer les traitements. J'oserais rappeler une information, l'élection du président et des députés qui composent sa minorité au Parlement ne suffit pas à vous donner les mains libres pour mettre en œuvre votre politique. La configuration quasi inédite de notre Assemblée devrait chaque jour vous inciter au dialogue. C'est d'ailleurs la promesse qui a été faite au lendemain des élections législatives, et c'est une promesse que nous vous rappellerons tant qu'il le faudra. Car nous en sommes encore loin. La consultation des groupes parlementaires en amont de la présentation du texte au sein des comptes du Ségur n'a pas été l'exercice de co-construction attendu. Il faudra faire bien mieux pour sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes vous-même placé et qui vous conduit à user du 20e 49.3, un triste record. Je le dis d'autant plus facilement que notre groupe a toujours été et demeure ouvert à la discussion. Notre opposition n'est pas sourde et nous sommes prêts à faire des compromis pourvu qu'ils bénéficient à nos concitoyens dans l'intérêt général. C'est la raison aussi pour laquelle nous maintiendrons l'attitude qui a été la nôtre depuis le début de ce cycle. Nous ne voterons pas cette motion de censure. Non pas car nous soutenons ce projet de loi ni ce gouvernement, mais car nous avons obtenu 2 engagements de votre part, celui de ne pas recourir à une ponction arbitraire des caisses des retraites complémentaires pour financer le régime général et de ne pas mettre en œuvre votre plan d'augmenter les franchises médicales, même si votre ministre Bruno Le Maire l'a encore réitéré il n'y a pas si longtemps.
Pour le reste, nous continuons de dénoncer un projet de loi de financement de la sécurité sociale insuffisant pour répondre aux défis présents et à venir. Nous dénonçons un projet de financement de la sécurité sociale basé sur des économies. Non pas que nous critiquons le fait de rechercher à équilibrer le budget des comptes sociaux, particulièrement après la crise sanitaire qui les a fragilisés, mais reconnaissons que ces économies se font là où il n'en faudrait pas. Sous couvert d'un renforcement des modalités de lutte contre la fraude, vous procédez à un affaiblissement des droits des assurés sociaux. C'est le cas de la limitation des arrêts de travail par téléconsultation. C'est le cas également de la possibilité de mettre fin aux arrêts de travail sur la base d'un rapport rendu par le médecin diligenté par l'employeur. Vous prenez le risque d'affaiblir un peu plus l'accès aux soins, et ce alors même que la désertification médicale s'accélère dans nos territoires, que les services d'urgence ferment et que les médecins à la retraite sont de plus en plus nombreux. En l'absence de mesures d'ampleur de la part du gouvernement, les initiatives parlementaires s'accumulent. La loi RIS ou encore la loi Valtou, dont on ne sait pas encore l'issue. Rien dans ce texte ne semble prendre la mesure de ce phénomène, préoccupation majeure de nos concitoyens. Nous dénonçons aussi un PLFSS insuffisant pour faire face à l'inflation et aux besoins de nos établissements de santé. Les fédérations hospitalières sont unanimes. Qu'importe le secteur, la hausse de l'Ondam ne suffira pas à faire face à l'inflation qui impacte aussi bien les coûts de fonctionnement que les coûts d'investissement, ni même à couvrir les revalorisations salariales. Il manquera au bas mot 2 milliards d'euros en 2024. En Outre-mer et en Corse particulièrement, nous avons alerté sur la faiblesse des coefficients géographiques qui stagnent depuis de nombreuses années. Il s'agit pourtant du levier principal permettant de rattraper les retards structurels, mais également de compenser les surcoûts et les effets de seuil liés à l'insularité et à l'éloignement. Vous vous disiez ouvert à la discussion sur ce point, elles n'ont malheureusement pas abouti à une revalorisation de ces derniers. Nous dénonçons enfin un PLFSS insuffisant pour répondre aux besoins de nos aînés et à doter la branche autonomie de moyens humains et financiers à la hauteur. Notre déception est immense face à l'absence de ressources nouvelles. Le transfert d'une fraction de la CSG à la CNSA pour 2024 ne représentera que 2,6 milliards d'euros. Nous appelons à la mise en place d'une contribution spécifique via une augmentation de la CSG sur le capital ou bien une contribution sur les grandes dotations et successions par exemple. Et j'insiste aussi sur les métiers. Mon collègue Laurent Panifou n'a cessé de vous questionner. Combien de postes ont effectivement été créés sur le budget en 2023 ? 3 000 étaient budgétés. Pour 2024, vous annonciez 6 000 ETP, soit à peine 1 par établissement. Nous voyons que chaque jour que votre promesse de recruter 50 000 postes d'ici 2027 ne cesse de reculer. Ce serait un échec considérable. Il est encore temps d'y remédier. Vous vous êtes engagé à faire adopter une loi de programmation pluriannuelle sur le grand âge l'an prochain. Notre groupe qui a défendu avec d'autres cet avènement sera évidemment au rendez-vous pour la co-construire, mais attention à ne pas créer de nouvelles déceptions. Notre système de protection sociale mérite mieux que de simples économies. Il a besoin de ressources nouvelles et pérennes. Des ressources pérennes pour mettre en œuvre une politique de prévention efficace, pour garantir un accès aux soins partout et pour tous, pour bâtir un vrai système de soins psychiatriques et une politique de santé mentale solide. Des ressources nouvelles pour financer une branche autonomie, pour assurer nos retraites actuelles et futures, pour consolider une branche famille dont il n'a été que très peu question dans ce texte. Nous appelons à une réflexion d'ampleur sur l'avenir de nos comptes sociaux. Notre groupe avait fait plusieurs propositions en vain. L'idée de renoncer aux exonérations de cotisations pour les salaires supérieurs à 2,5 SMIC était pourtant partagée par une majorité dans cet hémicycle. Et on le sait, son intérêt sur l'emploi n'est que faible. Par contre, son coût est élevé à 1,6 milliard d'euros. Pour soutenir l'emploi, vous avez fait le choix plus que contestable en fragilisant les plus fragiles. Après le durcissement des règles d'indemnisation du chômage, après la conditionnalité du RSA, jusqu'où iriez-vous ? Bruno Le Maire, autoproclamé nouveau ministre du Travail, souhaite désormais réduire la durée des droits du chômage pour les seniors, réduire le délai de recours des salariés contre un licenciement ou encore l'utilisation des ruptures conventionnelles. Pourquoi l'objectif du plein emploi ne devrait se faire qu'au détriment des droits des salariés, sans jamais demander un quelconque effort aux employeurs? Je rappellerai que toutes ces annonces sont faites alors même que les partenaires sociaux doivent négocier un accord sur l'emploi des seniors, Madame la Première ministre. Ne refaites pas l'erreur que vous avez faite sur la réforme des retraites. N'enjambez pas le dialogue social après avoir contourné le dialogue parlementaire. Madame la Première ministre, user du 49.3, c'est votre droit, la Constitution vous l'autorise, mais accepter sa banalisation, c'est renoncer à ne plus prendre le temps du débat. C'est renoncer à ce que les clivages et les divergences ne s'expriment plus dans notre Parlement.
au risque que la conflictualité se manifeste avec violence à l'extérieur jusqu'à un point de non-retour. Renoncer à débattre, c'est se résigner à cette violence. Accepter d'écouter réellement les oppositions, que risquez-vous? C'est à vous de créer les conditions du dialogue. Vous pourriez même être surpris d'aboutir à des consensus utiles pour nos concitoyens. 49.3, motion de censure, 49.3, motion de censure. Mais attention, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Et on parle ici de notre démocratie, de notre santé et de notre crédibilité devant la société française qui ne cesse de se fracturer et de se diviser. Nous avons des défis à relever, Madame la Première ministre, mais le refrain 49.3, motion de censure, n'est certainement pas le bon et il est même mortifère. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Lenormand. Et la parole est à Madame Caroline Yadan pour le groupe Renaissance. Voilà, je suis là, rassurez-vous. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je suis au regret d'annoncer aux auteurs de la motion de censure dont nous discutons que même les meilleures choses ont une fin. Le terme de la navette du PLFSS pour 2024 marque en effet celui des simagrées et des postures insoumises et frontistes aux dépens de notre sécurité sociale. De la préférence nationale conditionnant les aides sociales aux tombereaux de taxes étouffant notre économie, des bidouillages douteux d'Ondam aux invitations massives à la fraude sociale, le rideau tombe désormais sur l'une de vos mascarades budgétaires. Les admirateurs de la première heure peuvent néanmoins être rassurés. La lecture définitive du projet de loi de finances leur donnera une dernière occasion d'être éblouis par vos meilleurs tours de passe-passe financiers et par vos plus impressionnantes acrobaties idéologiques. Nul doute que ces derniers ont également apprécié les épisodes remarquables que vous leur avez donnés à voir en parallèle des discussions budgétaires. Prenons par exemple votre niche parlementaire LFI, laquelle s'est tenue, je vous le rappelle, la semaine dernière, et plus particulièrement la proposition de loi du collègue Bompard. De prime abord, l'examen d'un énième texte aussi démagogique qu'inconséquent ne constituait pas une intrigue prometteuse. Mais vous êtes, malgré tout, parvenus à en faire un moment pour le moins pathétique de la vie parlementaire. Mais rendons à César ce qui lui appartient. Si l'ordre du jour vous réservait la tête d'affiche, le Rassemblement national vous a remarquablement donné la réplique, maîtrisant, comme l'on sait à la perfection, son second rôle toujours fidèle à vos côtés. Tandis que la majorité présidentielle s'évertuait tant bien que mal à protéger les consommateurs de vos idées saugrenues, la NUPEN, la nouvelle Union populaire, écologique et nationaliste, a finalement été empêché in extremis de mettre en branle sa terrible machine à créer de l'inflation. Que de suspense et quel coup de théâtre, le tout en préservant un heureux dénouement pour les Françaises et les Français. Vous n'avez décidément aucun talent. Mais prenons un autre exemple plus proche de nous. La représentation de votre tragique Hugo Furioso en commission des lois jeudi dernier. Un seul en scène, un tantinet forcé, puisque dans ses excès, notre collègue Bernalicis a, avec une violence effarante, empêché les commissaires du groupe Lyotte, qui ne demandaient qu'à contribuer au débat sur le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, de défendre leurs amendements. Une outrance d'autant plus incompréhensible que ces misérables gesticulations et cet égosiment auraient trouvé sa source dans l'incapacité prétendue de notre collègue à se rendre en séance afin de voter, alors même que seule une discussion générale était en cours et qu'aucun vote n'avait encore débuté.
Collègues insoumis, nous savons que chez vous, la voix d'un seul peut sans peine couvrir celle de tous les autres, ou plutôt de ceux qui auraient le malheur d'exprimer des opinions contraires aux siennes. Sur ce point, vous rejoignez d'ailleurs nos collègues frontistes qui obéissent chaque jour sans sourciller au moindre mouvement de baguette de leur chef. Collègues, nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Notre parole est libre et nos 577 voix sont toutes égales. C'est de l'union de ces voix que provient la force de la légitimité de notre démocratie et certainement pas de celui qui crie le plus fort. Vous en aurez incessamment un nouvel exemple une fois cette motion rejetée. Mais puisque celle-ci est encore en discussion, alors parlons-en. Elle débute par une grave accusation, celle de priver la sécurité sociale de précieuses recettes. Grave et étonnante, car quelques paragraphes plus loin, vous déplorez les mesures visant à permettre une récupération optimale des cotisations des travailleurs indépendants recourant aux plateformes numériques. Or, outre le fait qu'elle abondera les caisses de la sécurité sociale, elle permettra surtout à ces travailleurs de bénéficier de l'ensemble de leurs droits sociaux. Dans la même veine, souvenons-nous collectivement de vos regrets quant à une éventuelle contribution en provenance des excédents de recettes générés par la réforme des retraites au bénéfice de l'Agirc-Arrco. Ici encore, remplir les caisses n'est pas une fin en soi, mais un moyen, et en l'espèce, de revaloriser les petites pensions de retraite du régime général. Collègues, l'on ne peut que vous comprendre difficilement lorsque, d'une part, vous nous accusez de servir docilement les intérêts du patronat et que, d'autre part, vous applaudissiez des deux mains certaines de ces décisions lorsque celles-ci vont dans le sens de vos desseins politiques. La myopie qui guide vos accusations ne s'arrête pas là, puisque vous prétendez que nous soutenons sans contrepartie les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Si tant est que vous en êtes capable, je vous invite à faire preuve de bonne foi pour une fois. Ce PLFSS comporte, et vous le savez, de nombreuses mesures visant à responsabiliser les acteurs de ce secteur, et ce, dans l'objectif clairement affiché d'assurer notre souveraineté sanitaire. Même constat concernant le financement de nos hôpitaux. Si vous êtes visiblement capable de partager le constat effectué par le président de la République lui-même, comment expliquer que vous ne parveniez pas à saluer le recul de sa part de la tarification à l'activité engagée en ce sens par le texte ? Admettez que cela est quand même très curieux. Bis repetita, concernant vos griefs en lien avec l'attractivité des métiers du soin et du lien. Voilà maintenant plusieurs années que nous œuvrons en faveur de la revalorisation de ces professionnels. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale traduit d'ailleurs les engagements récemment pris par le gouvernement, notamment pour une meilleure considération du travail effectué la nuit et les week-ends par les soignants. Je passerai rapidement sur la référence indécente à une fraude sociale fantasmée dont on sait qu'elle représente un manque à gagner pour la sécurité sociale de l'ordre de 17 milliards d'euros. Un jour, sans doute, comprendrez-vous que chaque euro se trouvant dans une poche où il ne devrait pas être contribue à priver un autre assuré des droits auxquels il pourrait prétendre. Néanmoins, il convient de souligner que le plus intéressant dans votre motion n'est pas tant ce qu'elle contient que ce qu'elle ne contient pas précisément. Vous omettez sciemment de mentionner que ce PLFSS que vous dénoncez contient des mesures de justice sanitaire et sociale, à l'instar de la prise en charge des protections périodiques réutilisables et des préservatifs pour les jeunes de moins de 26 ans, ou encore de l'extension de l'attribution simplifiée de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires de certains minima sociaux. Vous omettez sciemment de mentionner que ce PLFSS que vous dénoncez contient des mesures permettant de renforcer l'accès aux soins,
à l'instar de la faculté nouvelle pour les pharmaciens de délivrer sous condition certains antibiotiques, ou encore la possibilité pour les services d'accès aux soins de mettre en place des réponses spécifiques en matière de psychiatrie. Vous omettez sciemment de mentionner que ce PLFSS que vous dénoncez contient des mesures permettant de renforcer nos politiques publiques en faveur des aidants, à l'instar de la création d'un droit rechargeable à l'allocation journalière du proche aidant ou encore à la prolongation de l'expérimentation du relayage de longue durée. Je vous épargnerai la liste exhaustive de ces avancées majeures, lesquelles sont légion dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Mais je ne manquerai pas de vous rappeler que s'opposer à un budget par posture et entreprendre de censurer systématiquement le gouvernement qui vous le présente, c'est aussi faire barrage à ces mesures humanistes, ne vous en déplaise. Bref, cette dernière prestation dans le cadre du PLFSS est à hauteur de toutes les autres. Mention passable, il est temps de se reprendre d'ici 2027, à peine d'exclusion. La route est manifestement encore longue et le temps vous est compté, collègues des oppositions. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, pas de raccourci pour vous. Vous échouerez à faire chuter le gouvernement de Madame la Première ministre, à laquelle nous réaffirmons notre entier soutien et notre confiance toujours renouvelée. Je vous remercie. Merci, Madame Yadan. S'il vous plaît, dernier orateur de groupe, Monsieur Christophe Benz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Nous y voilà à nouveau réunis suite au 49.3 déclenché par la Première ministre sur la lecture définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, après un examen partiel de ce texte martyrisé par les multiples 49.3 et la menace constante de son déclenchement qui empêche la sérénité des débats et rend sur le fond le texte illisible, voire incompréhensible, alors même qu'il engage toute la nation sur notre système de santé, notre solidarité nationale et donc notre protection et notre cohésion sociale. Madame la Première ministre, vous avez dégainé un 20e 49.3 vendredi dernier, 20e passage en force, 20e mépris de la représentation nationale et donc 20e mépris des Français. Madame la Première ministre, vous avez déclenché ce 49.3 avant même le débat et le début de la discussion générale de la dernière lecture. Ce n'est pas neutre. Vous n'avez même pas voulu écouter une seule seconde les arguments des groupes politiques qui composent l'Assemblée nationale, l'Assemblée du peuple. Nous refusons de nous habituer à ces 49.3 en bataille, car nous considérons que vous utilisez abusivement cet outil constitutionnel. En réalité, vous le dévoyez de sa vocation d'origine. En plus d'être méprisant pour la démocratie représentative, vous avez profité des 49.3 pour retirer des amendements adoptés en commission ou, au contraire, ajouter des dispositions qui n'ont pas été discutées à l'Assemblée nationale ou au Sénat, tout comme l'an dernier. En fait, vous avez fait votre petit tri, votre petite cuisine à la sauce gouvernementale qui laisse aux Français un goût amer. Ce passage en force au mépris des parlementaires et donc des millions de Français qui le représentent dissimule très mal les limites de votre politique, vos choix contestables, vos erreurs et votre absence de maîtrise comptable en matière de santé. Pire encore, en recourant au 49.3, vous, gouvernement d'Emmanuel Macron, vous avez supprimé du PLFSS un amendement important et de bon sens de nos sénateurs Rassemblement national, pourtant adopté à la Chambre haute. Cet amendement visait la possibilité pour les employeurs et indépendants ultramarins de conclure avec les organismes de recouvrement des plans d'appurement de leurs dettes de cotisations et de contributions sociales. Cette suppression est inacceptable pour nos compatriotes d'outre-mer.
En recourant au 49.3, votre gouvernement a également réintroduit les dispositions prévoyant une contribution de l'Agirc-Arrco au titre de la solidarité financière du système de retraite et la compensation intégrale par l'État des conséquences par le régime général de l'adossement des régimes spéciaux fermés, ainsi que les dispositions permettant au gouvernement de geler les taux de contribution tarifaire d'acheminement, lesquels obèrent le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement a supprimé l'extension aux EPCI de l'exonération patronale pour l'emploi des aides à domicile, dont bénéficient les centres intercommunaux d'action sociale, l'exonération de cotisations patronales pour les entreprises de la filière frutivinicole, ou encore l'extension aux employeurs publics du dispositif de réduction de cotisations patronales en contrepartie de la mise à disposition de salariés engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Autant de mesures que nous avions soutenues car celles-ci auraient renforcé nos entreprises, nos collectivités et le pouvoir d'achat des Français. Enfin, avec le 49.3, vous avez supprimé la création d'une somme forfaitaire versée à l'assurance maladie par les assurés n'honorant pas un rendez-vous médical. Nous avions déposé un amendement identique dans le cadre de la discussion de la PPL Valletoux sur l'accès aux soins afin de récupérer cet équivalent de 4000 médecins à plein temps perdus chaque année. Par ailleurs, la revalorisation des revenus et honoraires de tous les professionnels de santé par le biais des discussions conventionnelles, tout comme le prix du médicament, semblent rester les variables d'ajustement de votre incapacité à établir un prévisionnel juste et réaliste. Au-delà de ces suppressions que nous déplorons, c'est-à-dire les mauvais choix que vous avez faits dans le cadre de la construction du PLFSS, votre budget est financièrement déséquilibré. Tous les paramètres économiques qui ont permis de bâtir ce PLFSS sont erronés et totalement irréalistes par rapport aux données de croissance et d'inflation retenues par la BCE, tout comme par la majorité des économistes français. En définitive, le budget retenu sur le texte final ne tient pas compte de la majorité des observations votées par les parlementaires, députés comme sénateurs. En fait, vous vous asseyez sur le travail des parlementaires. J'ajoute qu'une partie des dépenses sont très mal ciblées. Les grands enjeux de santé publique dans les territoires, comme le problème de la désertification médicale accélérée, la grave dégradation, voire la tiers-mondisation de l'hôpital public et le recul général des services de santé de proximité ont été sous-estimés, voire oubliés. Nous déplorons l'absence de solutions pertinentes, adaptées, durables et donc efficaces à ces crises dont les Français sont les victimes. En résumé, nous n'avons pas confiance dans votre gouvernement, ni dans votre texte, qui manque de crédibilité et aggrave encore une dérive, la financiarisation de la santé. Dans ce PLF, comme dans le PLFSS, comme dans la plupart de vos textes, nous doutons de votre sincérité, mais nous sommes certains de votre opacité. Pour finir, il est venu le temps du bilan de cette séquence budgétaire qui a été, comme l'année dernière, chaotique, car vous n'avez ni voulu ni su composer avec l'opposition. À ce sujet, se pose une question de fond, Madame la Première ministre. Combien de temps allez-vous continuer à gouverner sans la représentation nationale, c'est-à-dire à gouverner sans les Français, voire contre la volonté des Français? Sur la santé de nos compatriotes, vous êtes aveugles, déconnectés et sans vision. Et vous êtes malheureusement encore aux responsabilités, à la tête de la destinée de la nation française. Aveugle car à aucun moment vous ne vous remettez en cause. À aucun moment vous ne remettez en question votre politique. À aucun moment vous n'acceptez de voir la réalité. Déconnecté car votre budget est hors sol. Il ne correspond pas aux besoins cruciaux et aux réalités de nos territoires. Il n'est pas à la hauteur des véritables enjeux de santé, de solidarité, de cohésion sociale. Sans vision enfin, car vous ne fixez aucun cap à long terme. Vous gérez péniblement le budget de la sécurité sociale à la petite semaine. Les députés du Rassemblement national, premier groupe d'opposition à la Macronie, souhaitent sincèrement à la France un gouvernement qui soit doté à la fois d'une vision, d'un sérieux budgétaire et surtout d'un pragmatisme politique qui permette demain d'apporter aux Français des solutions concrètes et durables aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, et ce, depuis trop longtemps. Concernant la motion de censure elle-même maintenant,
chers collègues de l'extrême gauche, vous aussi, à votre manière, vous dévoyez les outils institutionnels et vous les détournez de leur mission d'origine. Certes, comme vous, députés de l'extrême gauche, nous rejetions le texte du PLFSS du gouvernement car il n'est pas à la hauteur des enjeux sur le fond et qu'il n'est pas acceptable sur la forme, étant donné, nous sommes d'accord, les 49.3 à répétition. Mais nous tenons toujours au débat car nous espérons faire entendre raison au gouvernement. Votre systématisme à déposer des motions en tout genre est fatigant. À chaque texte, sur tous les textes quasiment sans exception, vous déposez machinalement une motion de rejet. C'est un réflexe quasi pavlovien qui dénature l'objet et l'objectif de ces motions. Vous les rendez au final, inopérantes et donc inefficaces. L'opposition, ce n'est pas ça. L'opposition, ce n'est pas une caricature d'elle-même. L'opposition, c'est le pouvoir de contrer efficacement les politiques de la majorité au bénéfice et au service des Français qui nous ont fait confiance pour précisément les défendre et les protéger des erreurs et des errements de cette majorité relative et de ce gouvernement. Votre acharnement dans l'erreur, votre volonté de, je cite, bordéliser l'Assemblée nationale et votre sectarisme viscéral vous déshonorent, ils vous desservent et desservent les Français. Avec les motions de rejet systématiques à chaque texte et une motion de censure à chaque 49.3, vous décrédibilisez et vous dévalorisez ces mêmes outils politiques que la Constitution confère à l'opposition, à l'image du gouvernement, avec ses 49.3 frénétiques. Les outils politiques de l'opposition sont pourtant précieux. Les utiliser abusivement leur fait perdre de la valeur et de la force. Vous avez un jeu politique tellement lisible et une stratégie tellement prévisible que votre posture devient franchement risible. Votre jeu stérile, il fait, à n'en pas douter, le bonheur d'Emmanuel Macron, pour qui vous avez appelé à voter, d'ailleurs, au second tour de l'élection présidentielle. Par ailleurs, vous ne pouvez pas, dans le même temps, vous plaindre du manque de débat ici à l'Assemblée à cause des 49.3 multiples et chercher à les écourter vous-même à chaque occasion avec vos motions de rejet sur la plupart des textes que notre Assemblée examine. Nous sommes d'accord sur le fond du rejet du texte du PLFSF et le refus des 49.3 en pagaille. Mais nous ne sommes franchement pas d'accord sur la forme, raison pour laquelle nous ne voterons pas, cette fois-ci, votre motion de censure. Nous avons, nous, censuré le gouvernement au début du tunnel budgétaire, mais vous ne l'aviez pas voté. Vous n'aviez pas voté la seule motion de censure qui avait une chance de faire tomber ce gouvernement. C'est pourtant une absolue nécessité. Nous ne voulons pas altérer nos chances de censurer la politique d'Emmanuel Macron, car les Français nous le demandent. Nous avons un devoir d'efficacité dans notre travail d'opposition. En cohérence, nous refusons tous les abus. Abus du 49.3 par la Macronie, abus des motions systématiques et en tout genre par l'extrême gauche. La demande du groupe Rassemblement national est simple. Respecter les institutions, respecter la représentation nationale, respecter la démocratie, pour ainsi dire, respecter les Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bernz. Chut, s'il vous plaît. Et la parole est donc à Madame la Première ministre. Chut, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, nous étions le 6 juillet 2022. La session parlementaire avait un jour. Et déjà, les mêmes députés déposaient une motion de censure. Le ton a été donné. Peu importe ce que le gouvernement dise ou fasse, peu importe les résultats obtenus ou les investissements réalisés, peu importe la demande que nous ont faite les Français de construire ensemble, la censure serait le cap et le plus petit dénominateur commun de la NUPES. Bien sûr, les motifs et les styles diffèrent. Certains agissent avec une outrance méthodique dans le seul but de plonger le pays dans l'instabilité. Ils espèrent tirer profit du chaos
Ils ne voient pas qu'à l'autre extrême de l'hémicycle, le Rassemblement national les regarde avec reconnaissance se discréditer un peu plus à chaque injure aux yeux des Français. D'autres, je le sais, ne partagent pas cette stratégie du pire. Ils sont les prisonniers d'une alliance baroque qu'ils croient être leur seule planche de salut électoral. Je note dans cette motion le retour de ceux qui avaient pendant quelques semaines refusé de mêler leur signature à celle de la France insoumise. Ils en faisaient un acte de résistance. J'ai voulu y voir un acte de cohérence, j'avais tort. Il faut dire que le tempo de ce retour interroge. En fin de semaine dernière, un député insoumis s'en est pris violemment à plusieurs de ses collègues et dans un énième débordement, Jean-Luc Mélenchon a parlé de volonté génocidaire d'Israël. Comme quoi certaines indignations sont de courte durée. Certaines convictions pèsent peu face à la peur des représailles insoumises. En réalité, cette motion de censure n'est que la devanture factice d'une NUPES divisée politiquement, dispersée électoralement, écartelée idéologiquement. Le constat est simple, vous avez galvaudé les motions de censure. Elles ne sont plus que le camouflage grossier de vos divisions. Mais vous ne dupez personne, mesdames et messieurs les députés censeurs. La NUPES est morte. La NUPES est morte, a déclaré le leader de la France insoumise jeudi dernier. La NUPES, c'est finalement lui qui en parle le mieux. Alors je le dis aux députés de la gauche républicaine, n'ayez pas peur d'assumer vos convictions, n'ayez pas peur de porter une opposition ferme mais constructive. En un mot, n'ayez pas peur de la liberté. En attendant, nous voici réunis pour l'examen de la 28e motion de censure déposée depuis 18 mois. Au cours de cette séance, comme au cours des précédentes, j'ai entendu les mêmes orateurs parler dans les mêmes termes et faire les mêmes caricatures. Je vous ai entendu comparer ces débats à du théâtre, à du cinéma. J'y vois un aveu saisissant, vous n'y croyez pas vous-même. Vous savez que le gouvernement respecte la lettre et l'esprit de la Constitution. Vous savez que la France a besoin de budget, vous savez que ces 49.3 s'imposent, mais vous faites semblant, vous jouez les indignés. Et vous dites regretter le manque de débat, mais vous déposez systématiquement des motions de rejet qui auraient précisément pour effet de mettre immédiatement fin au débat. Quelle hypocrisie! À chacune de vos interventions, vous rappelez que le gouvernement n'a pas de majorité absolue. C'est un fait incontestable. Et personne ne le nie. J'y ajoute un autre fait, vous n'avez pas de majorité ni absolue, ni relative, ni alternative. Alors vous nous reprochez d'avoir employé le 49.3 pour 6 textes, depuis juin 2022. Il s'agissait uniquement de textes financiers. Cela n'a rien de surprenant, car le 49.3 a justement été conçu pour que le pays puisse être gouverné, même en l'absence de majorité absolue au Parlement. Ce qui est notable en réalité, et je parle de la réalité et pas du monde parallèle dont vous nous parlez, mesdames et messieurs les orateurs de la NUPES, donc en réalité, sur 58 textes définitivement adoptés, 54, soit plus de 90%, l'ont été en forgeant des majorités avec les groupes d'opposition. Ce qui est notable, c'est que les réformes sont votées et les textes adoptés grâce au dialogue et à la co-construction. Un jour, les oppositions de l'arc républicain accepteront peut-être même de travailler avec nous sur les textes budgétaires comme ils le font sur les autres textes. Je l'espère et nous y sommes toujours prêts. En attendant, avec la majorité, avec mon gouvernement, nous avançons, nous prenons nos responsabilités. Mesdames et messieurs les députés, ce PLFSS est un texte de progrès social. Nous l'avons enrichi grâce à la discussion parlementaire, grâce à des amendements de la majorité comme des oppositions, de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Ce texte, ce sont des investissements massifs et un budget de 640 milliards d'euros pour notre sécurité sociale. Ce texte, ce sont des avancées concrètes, attendues.
C'est une hausse des dépenses d'assurance maladie supérieure à l'inflation pour continuer à moderniser notre système de santé et mieux rémunérer les soignants. C'est le renforcement de la politique de prévention et un meilleur accès aux médicaments du quotidien. Ce sont des mesures fortes pour lutter contre la fraude sociale. Ce sont 6 000 postes supplémentaires en EHPAD créés l'année prochaine. Ce sont 7 000 nouvelles solutions d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. C'est une amélioration de la retraite des indépendants. Ce sont des places d'accueil supplémentaires pour les jeunes enfants et des rémunérations en hausse pour les femmes et les hommes de la petite enfance. Pouvons-nous en priver les Français? La réponse est non. Alors, avec la majorité et avec mon gouvernement, nous agissons. Et avec ce PLFSS, je suis fier de défendre un texte qui enrichit et consolide notre modèle social. Je vous remercie. Merci, Madame la Première ministre. La discussion est close. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure déposée par Madame Mathilde Panot, Monsieur André Chassaigne, Madame Cyril Chatelain, Monsieur Boris Vallaud et 143 de leurs collègues. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va donc être ouvert pour 20 minutes. Il sera clos à 12h31. La séance est suspendue. La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 108. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est considéré comme adopté en lecture définitive. Prochaine séance, lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, à 15h, proposition de résolution visant à défendre les démocraties face aux multiples menaces et tentatives de déstabilisation, proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, proposition de loi relative au contentieux du stationnement payant, proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques, proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue, et proposition de loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative. La séance est levée.